Nous allons donc accueillir Mathias Guillaumard et nous procéderons à l'issue de son intervention sur l'actualité de la jurisprudence de ces 2 dernières années à un échange avec le public. Bonjour à tous. En fait, ça n'est pas une présentation des 2 dernières années, puisque l'année dernière, en novembre, c'est presque il y a un an, j'avais fait pour le coup les 2 dernières années, puisque c'était la première fois que je me livrais à cet échange. Et du coup, j'ai pris sur moi, avec l'accord de Karine Soulet, de faire une année de jurisprudence seulement pour éviter de revenir trop en arrière. De toute façon, comme on n'avait pas eu assez de temps l'année dernière sur 2 ans, on pourra vérifier que cette année, on n'aura pas assez de temps sur une année. Voilà. Trois petites choses. Quand j'étais plus jeune et que je faisais des colloques avec le président de la section du contentieux, il commençait toujours par 2-3 éléments statistiques. Et je me disais, moi qui les connaissais, mais c'est barbant. Et maintenant, c'est le signe que je vieillis parce que je vais commencer par 2-3 éléments d'ordre statistique. J'espère que vous ne trouverez pas ça barbant. Peut-être parce que vous ne les connaissez pas dans le détail. Si je regarde l'année 2016, je vais vous parler de la jurisprudence de 2017, mais je n'ai les chiffres évidemment sur une année pleine que pour 2016. On peut constater les tendances suivantes selon les 3 niveaux de juridiction administratifs. Au niveau des tribunaux administratifs, on est à un niveau très élevé d'entrée et de sortie. En brut, moi je préfère le brut honnête parce que, notamment en matière de fonction publique, où il y a beaucoup de séries, il reflète les séries, et les séries, c'est du boulot, voilà, pour les administrations qui défendent, mais pour les juges qui jugent. On est à 198 518 entrées et 198 582 sorties, c'est-à-dire qu'à 4 unités près, on déstocke. Donc c'est un niveau très élevé. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a optiquement, en tout cas, une diminution dans les flux d'entrée de la proportion du contentieux fonction publique, puisqu'il diminue de 4% pour se fixer à un niveau général de 11%. 11% des entrées en 2016 ont porté devant les TA sur du contentieux de la fonction publique. Alors cette diminution, en fait, est essentiellement liée à la très forte baisse du nombre de séries en 2016, qui avait énormément cru en 2015. Donc en fait, c'est d'une certaine manière la neutralisation de l'effet série, puisqu'en 2015, on avait eu 18% de plus de contentieux de la fonction publique, essentiellement liés aux séries. Donc 11%. Devant les cours d'appel, évidemment, l'assiette est beaucoup plus faible, mais c'est quand même élevé. 31 352 affaires en entrée brute et 30 759 en sortie. Et ce qui est assez intéressant, c'est là de voir que si on a la même proportion, 11% au stade de l'appel de contentieux de la fonction publique, c'est à la faveur d'une augmentation de 12% des flux d'entrée. Donc il y a plus de 12% des flux d'entrée fonction publique, ce qui nous amène à 11%, comme devant les TA. Devant le Conseil d'État, on a évidemment encore des volumes d'un autre ordre, 10 642 affaires en entrée et 10 043 en sortie. Et fonction publique pure, on est en flux d'entrée à 9,5% du contentieux. On a jugé 895 affaires. On a enregistré en 2016 895 affaires de fonction publique. On en a jugé presque autant, 842. Donc on est à un peu moins de 10% de notre contentieux au Conseil d'État qui concerne la fonction publique. Stricto sensu, je n'y ai pas agrégé les contentieux des pensions qui sont très importants et qui touchent aussi évidemment à des questions intéressant les agents publics. Je vais procéder comme l'année dernière, donc j'ai bien compris que je ne vous proposais pas de truffer mon intervention par vos propres interventions, donc on fera après si vous voulez.
j'ai fait mes petites pochettes. C'est encore une manière de travailler un peu traditionnelle, mais moi j'aime bien. Donc j'ai fait des petites pochettes thématiques et je vais commencer par une grosse pochette avec plein de sous-pochettes qui concernent en gros le management et la gestion des ressources humaines. J'ai une petite pochette discipline parce que je sais bien que c'est ce qui vous intéresse aujourd'hui. Il y a 2-3 trucs qui sont intéressants. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même jugé pas mal d'affaires qui sont au Lebon cette année. Donc évidemment, c'est pas le tout de juger 842 affaires. Encore, il faut savoir la proportion de celles qui font jurisprudence d'une certaine manière. J'ai noté à peu près 50 affaires qui avaient les honneurs du Lebon, comme on dit. Je l'ai évidemment pas, je les ai pas toutes retenues pour aujourd'hui. Je vais mettre l'accent sur celles qui me semblent les plus intéressantes. Mais enfin, ça veut dire que le contentieux de la fonction publique propose à juger chaque année des points, alors soit nouveaux, soit qui consacrent des évolutions par rapport à des jurisprudences antérieures. Alors, je commence par le commencement, c'est-à-dire l'entrée dans la fonction publique ou dans le poste public. Et on a jugé par une décision du 9 juin dernier, je vous donne le numéro à chaque fois, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux, 398 519, alors je donne le nom ici, puisque à l'oral on peut ne pas anonymiser, Madame Scholl. Madame Scholl n'était pas contente parce qu'il avait été mis à fin à ses fonctions de DG de l'Institut national de la consommation. Alors évidemment, comme il se doit, donc quand on n'est pas content, on peut aller voir le juge. Et c'était très bien qu'elle vienne nous voir parce qu'on a rappelé 2 choses. On a rappelé d'abord les critères qui permettent, en dehors des textes, de qualifier un emploi à la décision du gouvernement, parce qu'effectivement, vous avez la liste, mais on a toujours maintenu d'une certaine manière notre vieille jurisprudence antérieure à la liste, jurisprudence qui date de 1936 par un arrêt Roussel, et on a toujours dit, voilà, on peut très bien qualifier un emploi à la décision du gouvernement, même s'il ne figure pas sur la liste de ceux qui sont nommés par le président de la République en Conseil des ministres. Alors on a réaffirmé les critères, ça c'est le premier point qu'on a jugé, et deuxièmement, on a réaffirmé les conséquences qu'il convient d'attacher à cette qualification. Alors les critères, bon, comme souvent, ils sont plastiques, c'est-à-dire qu'on y met un peu ce qu'on veut derrière, mais c'est le propre des notions fonctionnelles, hein. Le juge les forge pour pouvoir ensuite être libre de les manier comme il le souhaite. Alors, il faut quand même qu'il y ait un minimum de rationalité dans ces critères, sinon on passe pour du discrétionnaire juridictionnel qui confine à l'arbitraire et ça n'est pas bien. Donc là, on a quand même des critères qui sont depuis 1936 à peu près les mêmes et ils sont, si je puis dire, frappés du sceau de l'évidence. C'est les conditions de nomination et les caractéristiques des fonctions. On a considéré dans le cas d'espèce que ces 2 critères, conditions de nomination et caractéristiques des fonctions, permettaient de qualifier d'emploi à la décision du gouvernement, celui de directeur général de l'INC. Et on en a ensuite déduit 2 séries de conséquences. D'abord, c'est qu'il est révocable à tout moment. Ça, c'est tout à fait intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, comme il est révocable à tout moment, on a dit qu'il était inutile, en droit on dit inopérant, et avec les nouvelles rédactions on dit qu'elle ne pouvait utilement soutenir que, il est inutile de venir dire qu'on a très bien fait le job. La manière de servir est totalement inopérante, puisque c'est à la décision du gouvernement. Donc, ce n'est pas une question de savoir si on a bien travaillé ou on a mal travaillé. On peut venir démontrer par A plus B devant le juge qu'on a servi de manière remarquable. C'est inopérant. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et la seconde série de conséquences qu'on a rappelées, c'est qu'il s'agit quand même d'une mesure prise en considération de la personne. Ça, c'est vrai, même si la manière de servir ne joue pas dans la décision de révocation des fonctions, et que du coup, la loi de 1905 et son article 65 s'appliquaient, et qu'il convenait dès lors, avant de révoquer, de mettre à même la personne, de consulter son dossier et de dire ce qu'elle pouvait avoir envie de dire. C'est vrai que du coup, on peut se dire, est-ce que ce n'est pas une garantie formelle? Parce que si c'est inopérant devant le juge, c'est tout aussi inopérant devant l'autorité compétente pour procéder à la nomination comme à la révocation, de dire j'ai très bien travaillé et j'ai envie de continuer. Voilà. Mais même formel, les garanties ne sont pas sans portée. Ça, je crois que c'est quelque chose d'important. D'abord, on voit ce qu'on a dans le dossier, premièrement. Et puis,
c'est presque une clause de rendez-vous, plus que ce qu'on va y dire, qui compte à mon avis. La garantie, c'est qu'on sait qu'à un moment donné, il y aura un face-à-face, même par écrit, entre l'autorité et l'agent. Et ça, c'est important, notamment pour l'autorité compétente qui ne peut pas se défausser en disant je fais ce que je... Parce que je peux faire à peu près tout ce que je veux, ce qui est le cas ici, eh bien, j'ai rien à restituer finalement. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Alors maintenant, je rentre dans d'autres considérations qui sont d'une nature tout à fait différente. Mais enfin, ce n'est pas tous les jours qu'on consacre un emploi à décision du gouvernement par voie prétorienne. Ça permettait de revenir là-dessus. Alors, il y a une affaire dont je suis quasi sûr, mais je les ai regardées. Le travail de veille jurisprudentielle est remarquablement fait par la DGAFP. Donc, je suis sûr que ceux qui prennent le soin et le temps de lire ce qui est mis sous leurs yeux ont vu passer une affaire Ben May Sahel du 20 mars dernier, numéro 392-792. Alors, cette affaire est très intéressante. Alors, du coup, je vais être un peu long. Un peu long. Je vais essayer de ne pas l'être trop. Elle est très intéressante parce qu'elle apporte une pierre dans le processus de CDIsation des contractuels. Et c'est extrêmement intéressant à plus d'un titre. Alors, le recours aux contractuels, je ne sais pas moi qui vais vous faire un cours là-dessus aujourd'hui, on n'a pas le temps de toute façon. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est saisi par le droit de l'Union européenne et qu'on a transposé la directive de 1999 par une loi de 2005. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette décision du 20 mars dernier a procédé à une interprétation conforme de la loi de 84 au regard des exigences de la directive correctement transposée par la loi de 2005. Et c'est extrêmement intéressant pour voir les conséquences qu'on en a tirées. Alors d'abord, on avait la question de savoir quelle est finalement la sanction adéquate à attacher au renouvellement abusif de CDD. C'était ça le litige. Donc il y avait la dame requérante qui n'était évidemment pas satisfaite de sa situation. Ça, c'est à peu près le point commun de tous les requérants qui viennent devant le juge administratif, c'est qu'ils ne sont pas contents. Alors là, elle n'était pas contente parce qu'elle considérait qu'on avait conclu de façon abusive pour pourvoir aux besoins permanents de sa collectivité d'emploi des CDD avec elle. Et elle disait, ben non, c'est pas bien. Donc elle demandait une sanction à ce comportement. Et elle demandait évidemment la requalification de son CDD en CDI. Alors qu'est-ce qu'on juge? On juge que c'est pas ça la sanction adéquate. Et que la sanction adéquate, c'est l'indemnisation, le cas échéant évidemment, du préjudice subi. Alors, du coup, je vous passe les détails de la décision, mais à la faveur de l'interprétation conforme de la loi de 84, on dit que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'en cas de renouvellement abusif de CDD, l'agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l'indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l'interruption de sa relation d'emploi, c'est-à-dire la fin d'un CDD, évalué en fonction de quoi? En fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un CDI. Donc en fait, on reporte à la fin du CDD, même renouvelé de manière abusive, la sanction de ce renouvellement abusif, qui est au moment de la rupture du lien contractuel, vous serez indemnisé comme si vous aviez été en réalité CDIsé. Mais ça n'est pas la requalification du contrat. Et on le fait avec un souci d'équilibre entre, évidemment, assurer le plein respect des exigences de la directive de 99 et de la loi de 2005, sans, on parle franchement, déstabiliser considérablement un nombre important de collectivités publiques dont personne ici n'ignore qu'elles ont abusivement renouvelé les CDD. Et bon, je trouve qu'on a dosé des choses de manière assez judicieuse avec comment on pourrait dire, l'inspiration aussi prise dans la jurisprudence de la Cour de justice et notamment l'arrêt Adeneler de 2006. Voilà. Alors c'est frustrant, je vais regarder l'heure qu'il est, mais je pense qu'on se rapproche
on se rapproche quand même de 12h30, et vu le nombre de choses que j'ai à dire, je ne peux pas en dire plus. Je parle trop vite? Non? Non, c'est qu'il faut que je prenne mon temps, en fait, au contraire. Bon, le format de restitution ou de présentation d'un arrêt, de cette manière, ça vous suffit, ou vous voulez que j'en dise plus? Non. Éventuellement, avec des questions, on y reviendra. Voilà, on va prendre ce parti. C'est que si vous êtes frustré par... toujours, évidemment, ce que souhaite l'orateur, c'est de frustrer son auditoire, on y reviendra. Alors, je reste sur cette question. On en a fait application très vite après avec un arrêt Cholet du 30 juin 2017, 393 583, en rappelant, et là on était avec un contractuel en matière hospitalière, donc c'était le Code de la santé publique qui s'appliquait. Ce praticien contractuel avait été renouvelé au-delà de la période de 6 ans qui est prévue par le Code de la santé publique. Et là, du coup, on a appliqué les principes qu'on avait dégagés juste avant, en disant que ce renouvellement, au-delà de la durée prévue par le Code, ne pouvait le faire regarder comme titulaire d'un CDI. Il demandait la même chose. Hein. Et on a précisé en l'absence de décision expresse en ce sens. Donc, on a bien précisé, c'est le petit apport quand même de Cholet, c'est que la CDIsation doit toujours faire l'objet, le cas échéant, si on le souhaite, d'une décision expresse de l'autorité compétente. Donc là, il n'y en avait pas eu. Il y avait eu juste le renouvellement implicite au-delà de la durée maximum. Et du coup, on a dit, voilà, en cas d'interruption ultérieure du contrat, vous serez indemnisé dans les conditions qui auraient été celles d'un emploi en CDI et aussi compte tenu de la rémunération à laquelle vous auriez pu prétendre en CDI. Voilà. Donc, petite application très rapidement après qui est aussi l'occasion de compléter, d'enrichir la solution. Alors ensuite, est-ce qu'il y a des choses qui... J'ai toujours prévu plus que ce que je dis. Mérite. Oui, celle-là, c'est pas mal. Un arrêt Leroy du 22 septembre dernier, 401 364. On juge de plus en plus vite, hein, comme en témoigne le fait que je vous donne des numéros qui sont postérieurs, enfin après les 400 000. En fonction publique, on a encore parfois des vieilles affaires, mais bon, on juge quand même aussi au Conseil d'État avec un délai qui se réduit, et c'est heureux. Alors là, on avait un agent contractuel qui avait été recruté de manière irrégulière. C'est-à-dire le contrat initial était irrégulier, peu importe la cause de l'irrégularité. La question se posait de la régularisation de ce contrat et de la part qui prennent respectivement l'administration et l'agent. Et là, on a dit la chose suivante, que je crois aussi assez raisonnable, que ce qui comptait pour la question de la régularisation, c'est de savoir si, en régularisant, on modifiait ou non les éléments substantiels du contrat. Évidemment, si on modifie les éléments substantiels du contrat, si c'est une des conditions de la régularisation, l'agent a son mot à dire. Si en revanche, la régularisation se fait pour des raisons parfaitement extrinsèques aux éléments substantiels du contrat, l'administration peut y procéder de son propre chef. Et elle n'a pas à recueillir l'accord de l'agent, qui ne peut pas être regardé comme pouvoir valablement s'opposer à la régularisation de son contrat, dès lors que ça n'impacte pas, évidemment, ce qu'on attend de lui. Et du coup, c'était la question, si l'agent dit non, quelles conséquences en tirer dans une hypothèse où on ne touche pas aux éléments substantiels du contrat? Est-ce qu'il faut le licencier ou non? On dit, non, comme son accord n'est pas requis, on peut régulariser sans que le refus de l'agent y fasse obstacle, et on n'a pas à le licencier. Donc en gros, un agent reste sous contrat, régularisé, même s'il est contre. Voilà, on voit mal d'ailleurs, sinon la volonté masquée d'obtenir son licenciement, plus ou moins masquée d'ailleurs, ce qui pourrait valablement justifier un refus de régulariser un contrat dès lors qu'on n'impacte pas son économie de façon substantielle. Voilà pour les questions
d'entrée et de vie dans la fonction. Alors maintenant, c'est normal, j'ai pris un ordre chronologique qui est un peu bébête, mais qui n'est pas le moins logique. On en arrive à des questions de licenciement, justement. Alors là, nous avons jugé quelque chose que je trouve assez intéressant, enfin, pas assez intéressant, très intéressant, vous l'avez vu passer, j'en suis sûr. Il date du 18 janvier dernier. C'est un arrêt Dong avec là, vous voyez, c'est un peu plus vieux, 390 396. On est en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. Et la question était de savoir si on devait appliquer le PGD, qu'on a par ailleurs, sur lequel je reviendrai d'ailleurs tout à l'heure, dégagé sur l'obligation de proposer un reclassement avant le licenciement. Alors on l'a dit par exemple par la jurisprudence de section Sadelon de 2013, et on a étendu ça à la suppression d'un agent contractuel avec l'arrêt ministre de l'Éducation nationale contre Sinclair de 2013 aussi. Et là, on était dans un autre cas de figure qui est le licenciement pour insuffisance professionnelle. Et là, on a dit que les textes ne le prévoyaient pas, évidemment. Donc la seule question, c'était de savoir si on appliquait le PGD dans cette hypothèse. Pas du tout. Pas du tout. Et voilà la motivation. Si le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire ne peut être fondé que sur des éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ses missions, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe, donc pas le PGD, c'est ça que ça veut dire, n'impose, avant de licencier, que l'on cherche à le reclasser dans d'autres emplois que ceux correspondant à son grade. Alors voilà ce qui est assez intéressant. Alors le début, pour ceux qui suivent la jurisprudence, c'est-à-dire les motifs qui justifient légalement un licenciement pour insuffisance professionnelle, c'est Commune de 7 qu'il avait consacré en 2016. J'en avais parlé l'année dernière, dans mon souvenir. Et donc le début, c'est la reprise, la réitération d'une jurisprudence désormais consacrée. L'insuffisance professionnelle ne peut pas se fonder légalement sur une carence ponctuelle. Il faut qu'il y ait une inaptitude, pardon. L'insuffisance, c'est le motif, une inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade. Et c'est ça qui est important dans Commune de 7, c'est-à-dire que c'est une inaptitude aussi presque à exercer non pas seulement les fonctions concrètes entre qui lui ont été confiées, mais celles qu'il a vocation à exercer vu son grade. Donc ça, c'est très important. Hein. C'est l'inaptitude, si je puis dire, conjoncturelle, immédiate, concrète, mais structurelle aussi. Et donc, il n'a pas vocation à avoir un déroulement de carrière qui correspond à son grade. Donc, dans ces cas-là, on peut licencier. Bon, ça, c'est important. J'avais insisté l'année dernière en disant, voilà, le meilleur service à rendre au statut de la fonction publique, c'est de l'appliquer complètement. Et le meilleur service à rendre, c'est de licencier les gens qui sont inaptes, je ne parle pas d'inaptitude physique, hein, inaptes à exercer normalement leurs fonctions. Voilà. Parce qu'effectivement, faute de le faire, ensuite, ça rétroagit sur tout ce qu'on entend ensuite comme critique mal placée, parce qu'on attaque le statut alors que c'est sa pratique qui est en cause. Donc, Commune de 7 va dans le bon sens, et on rappelle ça avec donc. Et là, on dit en plus, ça tombe bien, s'il est inapte, vous n'êtes pas obligé de lui proposer un reclassement avant. Ce qui est logique, parce que s'il est inapte et qu'on le reclasse, eh bien, on va simplement déplacer l'inaptitude. Donc, c'est un arrêt qui a l'air brutal. Il est de bonne administration, à mon sens. Mais là aussi, on peut en discuter. Alors ensuite, toujours en matière de licenciement, une petite question qui est assez intéressante, qui, je crois, est de grande portée concrète, car ce cas de figure n'est pas rare. C'est un arrêt Madame Maldonado du 15 mars 2017, qui est le numéro 390-757. Alors là, on a la décision prise de licencier quelqu'un. Et ce licenciement est prononcé à une date
à laquelle l'agent n'a pas purgé tous ses droits à congé. Donc la question, c'est est-ce qu'on est obligé de différer ou non le licenciement pour qu'il soit légal? On dit non, pas du tout. Pas d'obligation de différer. Et du coup, le nombre de congés restants à prendre est sans incidence sur la légalité de ce licenciement, étant donné qu'il doit être légal par ailleurs, évidemment. Mais on a un droit à indemnité correspondant au congé non pris. Et là encore, on fait peser, non pas sur la position de l'agent, mais sur une réparation d'ordre pécuniaire, les conséquences attachées à une situation particulière. Et je crois que c'est très important. Évidemment, pour les gens, ça n'est pas équivalent, hein, c'est sûr. Mais je crois que c'est un élément aussi qui traduit un bon équilibre entre le droit de l'agent, qui va être indemnisé le cas échéant, et la manière dont l'administration procède et, ayant procédé à un licenciement, dispose de cette décision dans le temps. Donc c'est quand même très intéressant. Alors après, on a des questions un peu complexes, puisque ça touche à des opérations complexes. On en parlera si on a le temps, puisque c'est plutôt du point de vue contentieux que c'est intéressant, savoir si on peut ou non attaquer de manière recevable, exciper l'illégalité de manière recevable d'un licenciement. Voilà. Alors, restons encore sur la gestion des ressources humaines, si vous voulez bien, et restons sur des questions transversales. Je vous parlais tout à l'heure de ce PGD qui, hormis pour les licenciements pour inaptitude professionnelle, insuffisance professionnelle, oblige à chercher à reclasser l'agent avant son licenciement. Il y a un autre cas de figure dans lequel nous avons fait échec à l'application du PGD, que je trouve très intéressant aussi, par une décision communauté d'agglomération du Douaisis du 5 octobre 2016. Alors peut-être j'en avais parlé juste parce que comme j'étais venu en novembre, je ne sais plus si j'en ai parlé, bon, peu importe, j'en reparle. C'est le numéro 386 802 où on a dit que ça ne s'applique pas aux fonctionnaires stagiaires dont l'emploi est supprimé. Et on l'a dit en le motivant de manière tout à fait orthodoxe, parce qu'ils sont dans une situation probatoire et provisoire. Donc, un stagiaire n'a pas le droit à être reclassé si on supprime l'emploi qu'il a vocation à employer, tant qu'il est dans l'attente de la titularisation sur cet emploi. Donc, quand on supprime l'emploi dans lequel on devait être titularisé, eh bien, alors évidemment, on est licencié. Et il n'y a pas d'obligation préalable de reclasser les intéressés. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, on avait un petit caillou dans une décision de 2016, ministre de l'Intérieur contre Belkir, du 17 février 2016, 381 429, qui disait la chose suivante. C'était pas le cas d'un stagiaire dont l'emploi a été supprimé, mais un stagiaire qui était devenu inapte. Et on dit que si en vertu d'un PGD, en cas d'inaptitude physique, définitive à occuper un emploi, il appartient à l'employeur de reclasser l'intéressé dans un autre emploi, ni ce PGD, ni aucune disposition ne confère aux stagiaires qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire le droit d'être reclassé dans l'attente d'une titularisation pour toute inaptitude physique définitive. Donc, je sais que pierre après pierre, jurisprudentielle, ce type de solution apparaît comme fragilisant considérablement le statut du fonctionnaire stagiaire. Il n'a pas le droit d'être classé, ni quand on constate son inaptitude physique pour occuper l'emploi, ni quand cet emploi est supprimé. Je pense que c'est aussi tout à fait bienvenu de rappeler que le titulaire, c'est pas comme le stagiaire, et qu'on est les termes de situation probatoire et provisoire prennent tout leur sens. Il y a des garanties qui ne jouent pas
à l'amont de l'entrée dans la carrière via la titularisation. Et je crois, je l'avais dit l'année dernière, et je le redis à tous ceux qui sont ici, qui ont à évaluer des stagiaires en fin de stage. Ce n'est pas du tout évidemment les hypothèses dont je parle ici, mais je greffe là-dessus. Je crois qu'il est très important de donner au stage toute son utilité, c'est-à-dire si les intéressés ne font pas l'affaire à l'issue du stage, on peut renouveler le stage, et s'ils font vraiment pas l'affaire, eh ben, il ne faut pas les titulariser. C'est à ça que ça sert. Et après, c'est plus difficile, même si on peut licencier pour inaptitude professionnelle. Donc, je crois que c'est assez important de le souligner. Alors, une petite affaire assez intéressante, qui, pour les personnes qui gèrent des gens qui font l'objet de suspension. Comment on gère? Là, tout à l'heure, on avait un licenciement frappant quelqu'un en congé maladie. Comment on gère une suspension à titre conservatoire en cas de congé maladie? Alors, évidemment, vous allez dire pourquoi on suspend quelqu'un en cas de congé maladie? C'est tout simplement parce que les faits litigieux qui ont finalement donné lieu à l'engagement d'une poursuite disciplinaire sont antérieurs à la prise du congé maladie. Parfois d'ailleurs, en pratique, on voit bien que des gens qui sentent venir la menace, soit d'une suspension et d'une procédure, soit d'une procédure, se mettent en congé maladie, soit que vraiment, ils se baptisent vraiment et qu'il y a vraiment lieu d'être en congé maladie, soit que ce soit une façon plus ou moins élégante de se mettre à l'abri. Bon. Alors, ça ne doit pas dépouiller pour autant l'autorité de gestion, hiérarchique pour le coup, de ses prérogatives. Et donc, nous avons jugé qu'on pouvait très bien, pour éviter une reprise d'activité à la fin du congé maladie, prendre une suspension. Donc ça, c'est très important. Donc si vous avez un agent qui s'est mis en congé maladie et que vous pensez qu'une suspension en titre conservatoire est tout à fait souhaitable, vous pouvez prononcer une suspension à titre conservatoire. Alors, il y a là aussi, on cherche toujours l'équilibre. Il y a deux choses qu'il faut savoir. Évidemment, par définition, elle n'entre en vigueur qu'à compter du retour de congé. En revanche, sa durée est décomptée à compter de l'édiction de la mesure. Donc, il y a un double décompte, c'est-à-dire que si vous suspendez pour 6 mois, ça sera à partir du moment où vous avez suspendu que les 6 mois vont s'écouler. En revanche, évidemment, pratiquement, ça n'aura de portée qu'au retour de congé. Enfin, il y a un élément de souplesse que je trouve assez intéressant. Alors, toujours dans la combinaison entre congé maladie et, non pas... Là, ce n'était pas un droit pour le salarié, l'agent public, c'était un pouvoir entre les mains de son supérieur. Là, c'est la combinaison entre prise de congé annuel et congé maladie. Là aussi, ce sont des choses qui peuvent arriver. Alors, il y a un arrêt extrêmement intéressant du 26 avril 2017, ministre de l'Intérieur contre Colombini, 400 009. Et très intéressant parce que comme tout à l'heure, quand j'ai dit qu'on avait fait une interprétation conforme de la loi de 84 à la lumière de la directive de 99 transposée par la loi de 2005 et compte tenu de la jurisprudence de la Cour, là c'est la même chose. On a d'une certaine manière assuré la réception pleine des exigences attachées au respect du droit de l'Union, mais pas par une interprétation conforme, plutôt là, pour le coup, en mettant de côté l'application des textes qui ont été jugés non compatibles avec les exigences communautaires. C'est le décret de 84 qui était en cause, et son article 5 qui prévoit que le report des congés non pris au cours d'une année de service ne se fait qu'à titre exceptionnel. Et le problème, c'est que ce titre exceptionnel n'avait pas réservé le cas où c'est à raison d'un congé maladie qu'on n'a pas pu prendre son congé annuel. Et là, on avait donc la question de savoir comment on combine ça avec les exigences attachées au respect de la directive de 2003, la directive du 4 novembre 2003, et notamment la jurisprudence de la Cour de justice très, exigeante
en la matière. Il y a notamment un arrêt du 22 novembre 2011 que vise et que cite la décision du Conseil d'État, montrant que dans l'application du droit commun du droit de l'Union, le juge ordinaire joue tout son rôle. Alors, on aurait peut-être pu faire une application conforme. Je ne sais pas, je n'ai pas bossé sur ce dossier et je ne l'ai vu que comme un exégète un peu éclairé et chargé à la fois de l'appliquer de façon disciplinée et loyale et de l'expliquer de façon tout aussi loyale. Peut-être qu'on aurait pu dire, on aurait pu faire une réserve d'interprétation en disant, évidemment, dans ce titre exceptionnel, c'est hormis le cas où la non-prise du congé annuel procède d'un congé maladie. On a préféré être plus cash et dire, ben non, il est en prévoyant pas le cas spécifique du congé maladie, il est contraire aux exigences de l'Union européenne, de la directive et telle qu'interprétée par la jurisprudence de la Cour, et on en a écarté l'application. Du coup, on s'est trouvé avec la possibilité d'appliquer directement le droit de l'Union. Et par voie prétorienne, on a d'une certaine manière transposé ce qui découlait du droit de l'Union. Alors, ça donne quoi ? Ça donne le droit au report. On a un droit au report des congés annuels non exercés à raison d'un congé maladie, avec quelques limites quand même, hein, un encadrement. Alors d'abord, ça vous rassurera, il n'est pas illimité dans le temps. Et on cite la Cour. Si selon la Cour, la durée de la période de report doit substantiellement dépasser celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé pour permettre à l'agent d'exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d'un temps de repos ainsi que d'un temps de détente et de loisir, s'oppose à ce qu'un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis. Et après, très prétoriennement, on a dit, la Cour a jugé qu'une durée de 15 mois, substantiellement supérieure, était compatible avec les dispositions de l'article 7. Donc on a fait nôtre cette durée de 15 mois comme un standard, si vous voulez. On dit, toutefois, ce droit au report s'exerce dans la limite de 4 semaines prévu par la directive. Donc il y a un droit au report sur 15 mois pour 4 semaines. Voilà, c'est une espèce de mode d'emploi, clé en main, que livre le Conseil d'État dans un travail, je trouve, d'accompagnement de la réception des exigences du droit de l'Union européenne, tout à fait assez spectaculaire, hein, parce que voilà, on écarte les textes nationaux, et puis du coup, là, on tient la main quand même très directement des employeurs publics, parce qu'on leur dit, voilà, c'est comme ci et pas comme ça. Voilà. Alors, il y a des conclusions qui sont assez éclairantes sur ce point, si vous voulez avoir plus de détails, sous réserve d'éventuellement qu'on en discute ensuite. Il est quand même déjà 12h15, donc la répétition de l'indu, ça sera pour une autre fois. C'est toujours très avec l'effet interruptif du délai de prescription, etc. Parce que je voudrais qu'on parle un peu de discipline et de droits, obligations et garanties pour les fonctionnaires pour terminer ce panorama. Alors, Michael Chaussard a fait un panorama des, si je puis dire, critères dans lesquels aujourd'hui, depuis Bonne Maison transposé à la fonction publique par un arrêt La Poste, nous appliquons, nous exerçons notre contrôle sur l'adéquation de la sanction aux faits fautifs. Je n'y reviens pas. Je voudrais parler de 3 affaires. D'abord, une affaire Université de Nouvelle-Calédonie du 5 décembre 2016, 380 763, par laquelle on a dit qu'on pouvait rapporter sans délai une sanction disciplinaire. Alors, je crois que c'est très important parce qu'on ne fait qu'appliquer la jurisprudence tout à fait habituelle selon laquelle une sanction, c'est une décision défavorable, on peut la rapporter sans délai. Mais c'est pas plus mal de l'avoir rappelé. Une décision de radiation d'un professeur d'université qui revêt en l'espèce le caractère d'une décision individuelle défavorable, n'est pas créatrice de droit, alors évidemment pas pour l'intéressé, mais pas pour les tiers, et peut être légalement retiré sans délai. Donc ça, je crois que c'est un élément très important. Alors, 2 affaires de sanctions maintenant qui ont connu, si je puis dire, un retentissement un peu différent, mais qui sont assez intéressantes et elles sont toutes les 2 du mois de mars dernier.
Alors, l'affaire d'abord, vous savez, du fonctionnaire de police qui avait communiqué aux journalistes des fiches extraites du fichier STIC. Alors, c'est assez intéressant sur le devoir de réserve. Et l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est un arrêt Pichon du 31 mars 2017, 392 316. Il est assez intéressant à cause du statut de lanceur d'alerte qui est postérieur, évidemment, aux faits en litige et dont ne pouvait pas se prévaloir l'intéressé. Mais je pense que, tôt ou tard, vous allez être confronté à ça. Vous allez être confronté à des gens qui vont dire « je suis lanceur d'alerte et à ce titre, je balance des trucs ». Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est fautif ou non? C'est un enjeu à venir, à mon avis, qui n'est... Oui, peut-être déjà, voilà, ça ne m'étonne pas. On n'en a pas encore connu au Conseil d'État, mais il faut le temps que. Hein. Alors, le temps que, parce que le décret de 2013 qui a rétabli la voie de l'appel dans les contentieux de la fonction publique fonctionne à plein régime. Donc, nous, avant, quand on était en cassation directe pour plein de choses, sauf la discipline, on avait rapidement les affaires. Maintenant, de toute façon, pour la discipline, ça ne change rien. On était toujours avec la voie de l'appel, heureusement. Mais nous, pour toutes les questions intéressantes, on en connaît avec un temps un peu plus long maintenant. Mais je suis pour ma part tout à fait favorable au rétablissement de l'appel dans les contentieux de la fonction publique, que je crois être à la fois une garantie pour tout le monde et une question de bonne administration de la justice. Bien. Alors je reviens sur cette affaire, parce que qu'est-ce qu'avait invoqué le requérant? Évidemment, l'atteinte à son droit à la liberté d'expression, garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et la Convention européenne des droits de l'homme avait effectivement déjà été maniée dans des hypothèses assez similaires, et il y avait de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, notamment un arrêt Goudja contre Moldavie de 2008, dans laquelle la Cour européenne avait attaché des conséquences protectrices au nom de la liberté d'expression pour l'agent vis-à-vis de sa collectivité d'emploi. Et elle l'avait fait de manière assez restrictive, en disant « il n'importe que la personne procède à la divulgation d'abord auprès de son supérieur, la divulgation au public ne peut être envisagée qu'en dernier ressort, en cas d'impossibilité manifeste d'agir autrement. » Donc, évidemment, pas un droit absolu à aller tout balancer dans le public au nom de la liberté d'expression, mais enfin... sur le terrain de l'article 10, l'arrêt du 31 mars dernier donne des pistes qui peuvent guider non seulement les autorités disciplinaires face à tel cas de figure, mais aussi les juges du fond en cas de contentieux, y compris, je le dis, sous l'empire du nouveau statut de lanceur d'alerte. Alors qu'est-ce qu'on a jugé? On a jugé que ce n'était pas bien du tout. Et que, en réalité... les circonstances dans lesquelles l'intéressé avait procédé pour des raisons étrangères au service à des consultations à titre personnel du STIC et avait ensuite communiqué à des tiers non habilités ces informations étaient constitutives d'une faute susceptible d'être réprimée. Et on a dit que, eu égard à ces constatations, il ne pouvait pas se prévaloir efficacement de la protection par l'article 10, de la dénonciation par les agents publics de conduite ou d'actes illicites constatés sur leur lieu de travail. Donc il y a une opération de bilan, de balance. Et là, ce qui l'emporte, effectivement, c'est le manquement au devoir de réserve et qui a justifié. Alors en plus, pas rien du tout, hein, parce que ce monsieur avait été mis à la retraite d'office. Donc on voit bien que non seulement ces agissements n'étaient pas couverts par la liberté d'expression, ils étaient donc fautifs, mais ils étaient constitutifs d'une faute de nature à justifier, avec ce contrôle dont Michael Chaussard a parlé du non hors de proportion, la mise à la retraite d'office, qui est quand même ce qu'on peut faire de plus sévère. Donc c'est très important. Je voudrais maintenant parler d'un autre cas de figure que je crois assez intéressant, qui n'est pas lié cette fois-ci au manquement au devoir de réserve, mais au manquement à l'obligation de discrétion professionnelle. C'est aussi intéressant, et c'est dans un cas de figure inédit devant le Conseil d'État, de, si je puis dire,
bavardage sur les réseaux sociaux. Parce que ça aussi, c'est un élément qui se développe et auquel toutes les collectivités d'emploi sont et vont être de plus en plus confrontés. Je tiens à vous dire que nous avons créé un groupe au Conseil d'État qui va remettre prochainement son rapport sur, s'agissant des magistrats administratifs, mais je vous le dis quand même, je faisais partie de ce groupe, c'était une réflexion pas facile à mener, sur déontologie, obligation de discrétion professionnelle et réseaux sociaux pour les membres de la juridiction administrative. Alors, avec cette particularité qu'exerçant des fonctions juridictionnelles, évidemment, il y a une obligation renforcée sur un certain nombre de choses parce que la nature des fonctions, je n'ai pas besoin de développer, implique encore plus de réserves. Mais on a été confronté à des pratiques très fréquentes, alors pas pendables comme celle de l'affaire Centre de gestion de la fonction publique territoriale du territoire de Belfort, 20 mars 2017, numéro 393-320. Dans cette affaire, on avait quelqu'un qui avait créé un blog et ouvert des comptes à son nom sur plusieurs réseaux sociaux. Et il avait balancé, alors c'était un agent de police municipale, donc la nature des fonctions n'est pas non plus complètement anodine, et en se prévalant de sa qualité, puisqu'il mettait sur son blog l'écusson de la police municipale, hein, il avait balancé un certain nombre de choses qui, évidemment, ont été relatifs à quoi? Relatifs à l'organisation du service de la police municipale. Alors, il faut que je vous dise de quoi ça parlait quand même. Qui ont été regardés comme étant un manquement à l'obligation de discrétion professionnelle. Alors très étonnamment, je dois le dire, très étonnamment, si on était saisi d'un pourvoi en cassation de la part du centre de la gestion, c'est que en appel, le licenciement disciplinaire avait été annulé par la Cour. Alors là, bon, voilà, je ne suis pas là pour commenter ce que font les cours d'appel, mais enfin, bon, la cassation de cet arrêt ne m'étonne pas. Parce qu'un agent de police municipale sur un blog et des réseaux sociaux se prévale de sa qualité pour balancer un certain nombre de choses relatives, par exemple, au dispositif de vidéosurveillance de sa commune, ça ne soit pas regardé comme un manquement fautif à l'obligation de discrétion professionnelle, alors là, moi, je ne sais plus où on habite. Bon. Alors, cette affaire est assez intéressante. Elle mobilise la discrétion professionnelle, qui est une autre branche que le devoir de réserve, vous le savez bien, dans un autre cas de figure. Et je crois que, voilà, je voulais vraiment insister là-dessus, parce qu'on est au cœur d'abord de votre journée de travail, la discipline, et les espèces de, si je puis dire, délations républicaines auxquelles procèdent un certain nombre de gens qui s'autoproclament lanceurs d'alerte, et les espèces de bavardages impudiques ou tout à fait inconscients, si je puis dire, qui se développent sur les réseaux sociaux de la part d'agents publics, sont des comportements qui vont se développer. Et donc, bon, voilà. Après, moi, je vous donne mon point de vue personnel. Hein, et j'ai dans la chambre que je préside assez peu de contentieux de la fonction publique, donc je peux le dire sans préjuger quoi que ce soit. Moi, je vous recommande d'être assez intransigeant. Hein, c'est-à-dire que ni les nouvelles technologies, ni les nouveaux comportements qu'elles induisent, ni le statut de lanceur d'alerte n'autorisent à aller faire tout et n'importe quoi en livrant au public ou à l'accès au public un certain nombre de choses qui ne concernent que l'administration et ses agents. Alors, sur la discipline, un élément intéressant aussi, qui est les pièces qui doivent figurer au dossier. Parce que ça, c'est très concret. C'est un arrêt Riquelme du 23 novembre 2016 où l'autorité militaire, avant de sanctionner un militaire, avait sollicité des témoignages écrits des personnes qu'il dirigeait pour évaluer le comportement de l'intéressé, les conséquences que ce comportement avait pu avoir sur les membres de sa section. Et le dossier disciplinaire qui lui avait été communiqué, en vertu toujours de l'article 65 de la loi 1905, ne comportait pas ces témoignages. Et du coup, on a dit que tout ce qui avait été porté à la connaissance de l'autorité de discipline, et même sollicité par celle-ci pour éclairer sa décision, devait être porté à la connaissance dans le cadre de la communication du dossier, et que c'était une garantie qui n'avait pas été respectée en l'espèce et qui viciait la procédure. Je crois, voilà, c'est un peu toujours la même question d'équilibre, que
on a peu de place hein, quand même, voilà. Bon, enfin, je m'étale en même temps. On peut frapper dur vis-à-vis des fautifs qu'ils méritent, mais dans le complet respect des exigences procédurales et des garanties qui doivent accompagner la sanction. Alors, garantie, je terminerai par là. Mais c'est horrible parce que je termine à l'heure à laquelle devait se terminer la session, sur la protection fonctionnelle. Parce que là aussi, ce sont des éléments qui se développent et qui se développent, je dirais, sans qu'on puisse y envisager jusqu'où elles se développeront. Alors, il y a un arrêt assez intéressant, pour le coup, c'est le seul de la sélection au rapport de la 10e chambre que je préside, qui est un arrêt Fievet du 13 janvier 2017 en matière de protection fonctionnelle. Vous le savez, avec l'arrêt Faré, on a dégagé un PGD du droit à la protection fonctionnelle dans ces deux volets, pénal et civil, qui débordent du coup ce que l'article 11 du statut prévoit et qui s'applique à des agents publics qui ne sont donc pas dans le champ du statut. C'est très important et je crois que l'arrêt Fievet, qui l'applique à un collaborateur occasionnel du service public, montre que ce PGD a véritablement un champ très large. Et il donne tout son sens au terme protection fonctionnelle. On ne protège la personne que pour protéger la fonction. Et donc, peu importe le statut de cette personne, ce qui compte, c'est la fonction. Et si on a un collaborateur occasionnel du service public. Là, c'était l'aviseur des douanes. On est bien placé dans cette maison pour connaître le statut un peu bizarre de ces aviseurs des douanes, qui sont, dirais-je, des lanceurs d'alerte payés par l'administration pour aller porter à sa connaissance un certain nombre de faits. Alors ça, c'est très connu parce que le monsieur, lui, il a fait l'objet d'emprisonnement, etc. Il y a eu un livre, un film et tout, donc on est face à un cas d'espèce un peu spectaculaire. Mais ce qui est vrai, c'est que par ailleurs, nous avons, ce faisant, identifié une mission de service public confiée aux aviseurs des douanes et du coup qualifié ce monsieur de collaborateur occasionnel du service public, même si ça consistait à infiltrer des réseaux de trafiquants de stupes et tout. Bon, alors peu importe. Après, si c'est pour le compte de l'administration. Alors après, il avait fait évidemment des choses qui, étant constitutifs d'une faute personnelle, faisaient échec au droit à la protection fonctionnelle. Vous connaissez très bien le fait que, évidemment, si derrière la fonction ou au service de la fonction, l'homme déborde ce qui est nécessairement impliqué par l'exercice de la fonction et commet des agissements fautifs à titre personnel, ça fait tomber le droit à la protection fonctionnelle, puisque précisément il a agi en dehors de ce qu'impliquait nécessairement la fonction. Ce qui est le cas d'espèce, lui-même avait trafiqué, etc. Donc, ce qui est très, très important, c'est de voir, peu importe le statut, et les collaborateurs occasionnels en bénéficient, mais je dirais pour les besoins de la protection due à la fonction et rien que pour cela. Alors sur la protection fonctionnelle, on a aussi une autre décision importante, commune de 7, qui est finalement pourvoyeuse de pas mal d'arrêts importants, du 22 mai 2017, 396-453, qui dit que ça n'est pas un obstacle à ce que l'on obtienne la protection fonctionnelle, que les faits pour lesquels on la demande soient survenus à l'occasion d'une grève, de la participation à un mouvement de cessation collective et concertée du travail. Il suffit simplement de démontrer, et on retrouve la raison d'être de la protection fonctionnelle, que les faits dont a été victime la personne, donc là on était dans la demande de protection dans son volet civil, soient en lien avec l'exercice des fonctions. Et c'est vrai que même quand on est en grève, on peut considérer que le lien n'est pas toujours rompu avec l'exercice des fonctions. Donc là, dans l'étendue de la protection apportée aux fonctionnaires, ça n'est pas négligeable. Alors, dernière chose, là aussi sur l'étendue, qui est ce que nous devons, dans le volet civil, fournir aux agents, c'est un arrêt Rousseau du 30 juin 2017, 396-908. Il rappelle l'article 11, là on est dans le champ de l'article 11, et on dit que s'agissant des praticiens hospitaliers, elle n'a été finalement étendue que par la loi des Honto. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a le pontage avec le PGD pour les faits antérieurs. Donc première chose, le champ d'application du PGD trouve à s'appliquer. Et
qu'est-ce qu'on a là? On a une question qui est l'obligation de réparer intégralement le préjudice subi par l'agent dans l'exercice de ses fonctions parce qu'il était victime de violences. Alors, c'est un peu technique, mais je le lis, je terminerai par ça. On dit en réalité que l'employeur public, à raison de la protection fonctionnelle dans son volet civil, est tenu de réparer intégralement les préjudices causés par des violences subies par un agent dans l'exercice de ses fonctions, ce qui peut venir en complément des prestations d'accident du travail. Et donc, en fait, il y a une espèce de complémentarité entre ce que l'on obtient au titre d'accident du travail, c'est normal, on a été agressé sur le lieu de son service et dans l'exercice de ses fonctions, mais vous le savez très bien, les prestations d'accident de travail ne permettent pas toujours d'assurer une réparation intégrale du préjudice. Et c'est le volet civil de la protection fonctionnelle qui, à ce moment-là, vient jouer le rôle de variable d'ajustement pour que l'obligation de l'employeur public de réparer intégralement soit respectée. Alors j'ai respecté presque en dépassant, mais bon, j'avais commencé en retard, hein, donc je finis presque. J'ai pas dit tout ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. C'était pour vous frustrer. Je commençais, pour ceux qui étaient là l'année dernière, à connaître mes vieilles tactiques un peu bas de gamme de captation d'un auditoire presque captif. Et pour le reste, je sais pas du tout comment ça se passe. Est-ce qu'il y a du temps pour les questions alors qu'il est déjà 12h33 ou est-ce que les gens vont manger? Je sais pas moi, le maître de cérémonie. Hein. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Alors, merci beaucoup, Mathias Guillaumard, pour ce panorama d'actualité de la jurisprudence qui est toujours riche en matière de fonction publique. Alors, si vous en avez encore la force, malgré cette matinée très très intense, puisqu'on n'a pas pu faire de pause, je vous propose de poser quelques questions, à la fois à Mathias Guillaumard et puis éventuellement aux intervenants de la seconde table ronde, si vous le souhaitez. Voilà, pour tout le monde. Oui, merci. Alors, Rémi Fontier pour la CFDT. Une courte anecdote pour introduire une question. Un agent territorial explique au gestionnaire d'un établissement scolaire, qui lui est fonctionnaire d'État, « Je veux muter, je vais dire que vous me harcelez, et vous verrez, ça va marcher. » Et ça a marché, l'agent fut muté. Il me semble qu'il y a un vrai problème de preuve lorsqu'il est question d'un harcèlement et encore plus de harcèlement sexuel. J'ai été amené à défendre 2 agents que je crois innocents, mais pourtant radiés. On peut avoir l'impression que le principe de précaution supplante toute exigence de preuve sérieuse. La parole des dites victimes peut-elle suffire? Dans un des 2 cas où l'agent est allé devant le juge, elle a suffi au juge administratif. Dans les 2 cas, pardon, monsieur? Dans un des 2 cas, le seul où un agent est allé devant le juge administratif, cette parole des dites victimes a pu suffire. C'est pour qui la question? Pour qui veut? C'est pour moi. Vous pensez à l'arrêt Montaut, évidemment. Mais j'ai conclu sur l'arrêt Perreux aussi. Et les questions de discrimination et de harcèlement présentent beaucoup de points communs. J'en profite pour vous dire que lundi prochain sera rendu J'avais plein de trucs sur les jurys, hein, mais je les ai zappés. C'est très intéressant, mais c'est un peu spécifique. Voilà. Sur le recrutement, c'est assez intéressant. Justement, je fais du teasing pour une décision qui sera rendue publique lundi à propos d'un candidat malheureux à un concours qui a attaqué les opérations de concours en s'estimant victime d'une discrimination liée à l'âge. Et il a fourni au juge, pour rentrer dans le premier temps du raisonnement commun à Perreux en matière de discrimination et à Montaut en matière de harcèlement, c'est-à-dire le premier temps du raisonnement, c'est le requérant doit fournir des éléments suffisamment étayés pour que l'administration objecte et soit tenue d'une certaine manière de se justifier en montrant qu'il y a un comportement de sa part qui est exempt de toute discrimination ou de tout harcèlement. Et pour cela, il a fourni des éléments statistiques. Et donc la question inédite devant le Conseil d'État qui sera tranchée lundi, c'est pour rentrer dans le premier temps de la démonstration d'une discrimination, est-ce qu'on peut utilement mobiliser un appareil statistique? C'est
C'est intéressant, et je crois aussi que ce sont des choses qui sont devant nous, hein, parce que ce type de truc, on le voit dans d'autres pays, ça commence à prendre ici. Alors monsieur, malheureusement, je n'ai pas de vraie réponse à votre question, qui est une vraie question. Je suis d'accord avec vous pour dire, et c'est tout particulièrement vrai en matière de harcèlement sexuel. Moi, j'ai eu à connaître de cas de harcèlement dit moral dans une affaire dont j'avais parlé l'année dernière ici, de monsieur qui vivait dans son bureau entouré de jeans sales et de paquets de chips éventrés, et qui avait dit que quand on lui avait changé ses fonctions dans l'intérieur du service, c'était constitutif de harcèlement moral. Bien. Alors, c'est moins dur, le harcèlement moral. C'est moins dur, et je vais vous parler très franchement, parce que c'est plus facilement traçable. Le harcèlement sexuel, en ce moment, on voit bien malheureusement que le monde du cinéma nous donne des illustrations infectes de ce qu'on peut faire quand on est en position d'autorité. Le harcèlement sexuel doit être pris très au sérieux, car malheureusement, dans la sphère publique, il y a aussi des comportements tout à fait déplacés. Le problème, il est double. C'est d'abord, vous avez commencé par quelque chose qui est vrai, hein, les menaces. Les menaces. Il peut y avoir du pur fake. Et des gens qui disent attention, je vais t'accuser de discrimination raciale, de harcèlement sexuel, etc. Et du coup, on flippe, hein, parce qu'on se dit comment je vais faire après pour vous montrer que c'est pas vrai. Hein. Donc il y a ce qui serait complètement fabriqué de la part de l'agent, soit pour faire pression, soit ensuite pour attaquer à tort. Et puis après, c'est une question tout à fait différente de celle que vous avez posée, mais c'est une question très importante en termes de harcèlement, c'est le seuil. Et là, il n'y a pas de seuil objectivable a priori. Vous avez des comportements à la frontière. Alors, pas en matière de harcèlement sexuel, j'y viens dans un instant. Mais en matière de harcèlement moral, la pression légitime mise par un supérieur sur un agent qui ne fait pas l'affaire, quand est-ce qu'elle devient susceptible d'être qualifiée de harcèlement ? Alors, on a jugé que il fallait bien tenir compte, et dans mon taux, j'expliquais, des comportements respectifs des uns et des autres. Pour le harcèlement sexuel, c'est tout à fait différent. D'abord, parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucune place possible dans les relations professionnelles, surtout quand on a une asymétrie des positions, quelqu'un qui est en position d'autorité vis-à-vis de quelqu'un d'autre, il n'y a aucune place pour un comportement sexué. Aucune. Aucune réflexion. Rien. Ah, t'es bien habillé aujourd'hui, je crois qu'il faut, même si on le pense, même si c'est vrai, même si ça peut faire plaisir, il faut fermer sa gueule. Moi, je vous le dis très clairement. Il vaut mieux prendre les devants. Alors, c'est idiot parce que ça finit par déshumaniser un certain nombre de relations sociales, mais de même qu'un professeur, maintenant à la fac, on fait gaffe, moi je suis prof associé à la fac, je fais gaffe, ne reçoit jamais un étudiant ou une étudiante porte fermée. Je pense que c'est la même chose dans un certain nombre de collectivités publiques. C'est excessif dans 95% des cas, mais pour les 5% foireux, soit que les gens vont vous accuser à tort, soit parce que malheureusement ça arrive, l'agent d'autorité qui va se comporter de manière tout à fait déplacée, eh bien c'est utile et c'est nécessaire. Et donc pour le comportement sexué, je l'appelle sexué, moi je crois que c'est rien. Il n'y a rien, il y a place pour rien. Alors, c'est compliqué parce que ça n'empêche pas le fake. Ça n'empêche pas ensuite que la personne vienne dire « mais il me regardait de manière insistante, mais il m'a invité à prendre un verre en dehors du boulot ». Alors, c'est ça, est-ce qu'on peut inviter une subordonnée ou un subordonné à aller prendre un verre en dehors du boulot ? Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Hein. Je ne sais pas dans quel monde on va finir par vivre, mais il faut se prémunir contre de fausses accusations. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur, pour dire c'est une vraie question, je n'ai pas de réponse malheureusement à vous apporter, à part une espèce de déshumanisation dans cette mesure-là des relations intersubjectives, et alors là, peu importe le sexe, hein, c'est avec une indifférenciation au sexe des interlocuteurs totale. Voilà. Ce que je peux dire, c'est que si vous devez vous défendre, alors première chose, quelqu'un vous attaque, vous menace, il ne faut pas céder. Il ne faut pas céder, et c'est compliqué de ne pas céder. Et à ce moment-là, je crois que, pour le coup, il faut immédiatement impliquer l'équipe. C'est-à-dire que le jour où quelqu'un vous dit si tu prends cette mesure à mon encontre, je vais t'accuser d'eux, il faut impliquer les collaborateurs, voire le supérieur hiérarchique, en disant voilà. Et je crois que ça, c'est la première chose qu'il faut faire.
C'est la première chose qu'il faut faire. Je dis toujours, c'est une anecdote que j'ai vécue dans la seule expérience de ma vie où j'ai managé des gens. J'avais un agent qui arrivait tout le temps en retard et un jour elle est arrivée 1h30 en retard et elle a engueulé son supérieur immédiat. Qui lui faisait une réflexion. Je la convoque, il s'agissait d'une personne originaire des Antilles, et je lui dis, écoutez, madame, ça n'est pas possible, vous arrivez tout le temps en retard. Elle me dit, vous êtes raciste, je vais vous accuser de racisme parce que vous voyez que je suis en retard parce que je suis noir. Et je dis, et c'est exactement ça. Et là, on est démunis, on dit, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire dans un cas comme ça? Je dis, madame, je serais raciste si je disais, parce que vous êtes noir, je ne vais rien dire, parce que les noirs arrivent toujours en retard, c'est normal. C'est parce que je vous traite de la même manière que doit être traité tout agent public. Je m'en fous que vous soyez de telle couleur, de tel âge, de tel sexe, que je me comporte comme il se doit. Bon, et ensuite, j'ai alerté immédiatement ma hiérarchie en disant, on a un problème comportemental avec une accusation infondée. Pour l'accusation de harcèlement sexuel, c'est la même chose. C'est la même chose. Si quelqu'un vous dit « je te préviens, si tu me déplaces, tu me refuses mon congé, à cette date, je t'accuse que tu m'as mis la main aux fesses » ou simplement... Eh bien, il faut dire, bon, il faut prendre l'initiative. Ça, c'est une faute. Il faut lui dire, c'est une menace, c'est une faute, je vais en référer immédiatement à mon équipe et éventuellement... Voilà. Et je crois qu'il ne faut pas se laisser faire. C'est-à-dire qu'il faut réagir, il faut attaquer. C'est une menace, c'est une faute, il faut faire un blâme, au moins. Ça va... Alors après, ça marche pas, etc. Hein, mais voilà, à mon avis, il ne faut pas se laisser impressionner. Il faut pas se laisser impressionner. Alors, si après on prend des décisions et puis qu'elles sont attaquées à l'aune d'un harcèlement ou d'une discrimination, il faut compter sur l'intelligence du juge pour tout bien peser. C'est vrai qu'en matière de harcèlement sexuel, on est très mal à l'aise. On est très mal à l'aise. Mais peut-être que d'autres personnes veulent. Non, et puis alors sur le harcèlement sexuel, c'est ce que je disais, moi je suis quand même assez étonnée, pour ne pas dire autre chose, de la position pas suffisamment sévère du juge administratif, hein, puisque à ce jour, la jurisprudence est fixée par une décision de la Cour administrative d'appel de Versailles dans laquelle j'ai eu le bonheur de plaider. Harcèlement sexuel établi, matériellement établi, il avait été devant le conseil de discipline, devant le juge des référés, devant le TA, devant la C2A, n'est pas contesté, parce que ce monsieur a eu le plaisir d'envoyer des dizaines de mails à son assistante, puisqu'il y avait un rapport de subordination en plus, et 2 ans d'exclusion temporaire de fonction ont été considérés comme excessifs. Madame, je partage totalement votre avis. Non, mais je pense que là, il faut vraiment... Je crois qu'il faut resserrer les boulons. C'est ça. J'ai conclu dans une affaire ministre de l'Éducation nationale contre Boulonnois. C'était une enseignante qui avait fait des... le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est un mot un peu trivial. Des agressions sexuelles... sur une de ses élèves en vacances, a été partie en vacances avec la mère de ses élèves et elle avait des attouchements, voilà, c'est le bon terme je crois, avec son élève. Et l'Éducation nationale lui a interdit toute fonction en contact avec des mineurs. C'est venu devant le Conseil d'État, j'ai conclu au rejet, ça a été annulé. Alors ça, ce jour-là, moi, je me suis dit, effectivement, mes collègues ont un chapeau sur la tête en forme d'entonnoir. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pas possible. C'est pas possible. De ce cas-là où on me dit qu'une exclusion temporaire de 2 ans est considérée comme excessive, c'est du n'importe quoi. Donc je pense qu'il y a une pédagogie à faire à l'intérieur de la juridiction administrative aussi. Et je pense que cette pédagogie, elle sera d'autant plus facilement faite qu'il y aura de plus en plus de sanctions pour des questions de harcèlement. Parce que c'est la dernière chose que je voulais dire, et vous avez, d'une certaine manière, tendu la perche. Autant il faut être inflexible avec les faux problèmes, autant il faut être intraitable avec les vrais problèmes. Et c'est le supérieur du harceleur, si je puis dire, qui a l'obligation de faire le ménage dans son équipe. Et il faut arrêter la complaisance, arrêter de faire semblant de ne pas voir, arrêter de dire ah bah de toute façon elle est mignonne et finalement qu'est-ce que ça peut lui faire que tous les jours elle ait une réflexion sur ses chaussures ou sur son décolleté. Non, c'est inadmissible, c'est inadmissible. Il faut frapper fort et dur. Et plus vous frapperez, plus il y aura de contentieux. Et à mon avis,
il y aura une évolution de jurisprudence. Le problème, c'est qu'il y a peu de contentieux. Alors, on tombe sur une ou deux décisions aberrantes. Vous avez parfaitement raison de dire, madame, il n'y a quasiment rien dans la juridiction administrative. Mais, alors, franchement, les sanctions pour vrai fait de harcèlement, celles-là, bon, je sais pas, je ne peux pas m'engager pour tout le monde, mais ça passera. Ça peut pas être annulé. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, il faut bien blinder son dossier. Hein. Il faut bien blinder son dossier. Ça, c'est sûr. Mais je suis tout à fait d'accord. Donc, on est pris entre une tenaille avec deux écueils, c'est-à-dire se méfier des fausses accusations et se méfier de la complaisance avec des vrais comportements déplacés. Et il faut être intraitable avec tout le monde. Quelqu'un vous accuse à tort, vous le sanctionnez. C'est pas possible. C'est inadmissible même. J'ai dit un blâme, mais un blâme, c'est un truc de pisse-petit. Il faut frapper plus fort. Et quelqu'un se comporte mal, et là, 2 ans, c'est encore bien sympa. Hein. Non, moi, je suis un peu... Un sujet qui vous... Oui, non, mais j'ai conclu sur Montaut et sur Perreux. Ces questions-là, on est obligé d'intégrer le fait qu'il y a aujourd'hui des instruments juridiques, et c'est heureux, pour saisir des choses qu'on ne savait pas saisir avant. La discrimination et le harcèlement. Il faut que ça soit saisi à bon escient. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça mette l'administration dans la nasse. Et comme juge qui a contribué aux évolutions, je tiens à vous dire, je suis très sensible au fait qu'il ne faut pas désarmer l'administration, mais qu'elle prenne ses responsabilités. Voilà. Prenez vos responsabilités et c'est à nous ensuite de ne pas vous désarmer. Merci beaucoup. Alors, on a peut-être encore un peu de temps pour prendre quelques questions. Madame. Merci, j'ai simplement 2 petites questions. Concernant les témoignages qui doivent figurer au dossier disciplinaire, est-ce que ces témoignages peuvent être anonymisés? Pardon. Une vraie question. C'est une question parce que les gens disent, mais si je ne sais pas d'où ça vient, oui. Je ne peux pas valablement rétorquer. Alors on a la question aussi de protéger les gens. Alors a priori, on n'est pas pour le témoignage anonyme. Hein. Dans la jurisprudence, on demande que le témoignage soit sourcé pour pouvoir être efficacement contré. Et je crois que c'est nécessaire. Hein. Vous ne pouvez pas anonymiser le témoignage. Parce qu'après, alors là aussi, on est obligé de dire les choses franchement. Pourquoi pas inventer aussi des témoignages X et Y pour alourdir un dossier. Et puis comme on n'aura pas l'origine, on ne pourra pas vérifier. Donc l'anonymisation n'est pas de mise. Oui, et ma seconde question, ça concerne l'alcoolisme avéré sur le lieu de travail. Comment doit-il être sanctionné par un licenciement pour insuffisance professionnelle ou par un licenciement pour inaptitude physique? Dans la mesure où l'alcoolisme n'est pas reconnu, il me semble, comme une maladie. C'est-à-dire que l'alcoolisme en soi n'est pas une faute. Hein. Donc, ce qui va être sanctionnable, c'est les conséquences sur le service de l'alcoolisme, malheureusement. Donc, si vous avez un agent qui dort la journée longue, qui cache des bouteilles d'alcool dans les toilettes du service, vous voyez bien que je parle d'expérience, de mes dossiers. Naturellement, c'est ce que vous allez sanctionner. Vous n'allez pas sanctionner la maladie en soi. Hein. C'est bien les conséquences de l'alcoolisme sur le service qui peuvent être sanctionnées. C'est une question très délicate. On a été confronté d'ailleurs au Conseil d'État récemment, c'est pas moi qui gérais l'affaire, mais enfin à un problème de personnes qui étaient atteintes d'alcoolisme et il a fallu la déplacer. Bon. Mais c'est compliqué parce que les gens nient, disent mais non, ou alors je vais me ressaisir, etc. C'est très compliqué. Je crois que la bonne réponse, elle est d'abord dans l'accompagnement psychologique et médical qu'on doit proposer à l'agent. Et il faut prendre ses responsabilités de chef de service, convoquer les gens en disant « Bon, voilà, maintenant, c'est pénible pour moi, mais c'est encore plus pénible pour toi. Tu as une addiction, ou vous avez une addiction, ça dépend des jeux. Moi, je vous vois plutôt mes équipes, je crois que c'est prudent. Mais enfin bon, c'est vrai que c'est plus facile parfois de faire passer des messages dans le vouvoiement que dans le tutoiement. Bon, alors, il y a une addiction, c'est mon devoir de chef de service de vous aider à... vous en sortir le mieux possible, dans la mesure où je suis légitime pour intervenir, c'est dans la mesure où ça impacte effectivement l'exercice des fonctions. Et là, il faut proposer un soutien psychologique, un accompagnement médical. Je crois que c'est la première étape. Vous ne pouvez pas aller taper tout de suite sur l'insuffisance ou l'inaptitude pour licencier, c'est excessif. Et puis après, les choses s'arrangent ou ne s'arrangent pas. Et souvent, malheureusement, même quand elles ne s'arrangent pas, c'est qu'elles se dégradent. Et là, on arrive effectivement, je partage ce qu'a dit madame, à, dans certains cas, la caractérisation objective d'une inaptitude à exercer les fonctions.
Et là, c'est un cas de licenciement. Mais je dirais quand même dans des cas de détresse personnelle que l'alcoolisme traduit toujours, il faut être au licenciement en dernier ressort. En dernier ressort. Enfin, ce que je dis ici n'engage que moi. Hein, c'est bien pour ça que j'aime bien venir ici, c'est parce que je vous dis ce que je pense. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a encore on peut peut-être encore prendre une ou deux questions, s'il y a des questions dans l'assistance. Oui, madame. Bonjour, j'aurais une question, s'il vous plaît, sur la communicabilité des pièces d'un dossier. Je vous mets dans le contexte, à savoir à l'intérieur d'un service où il y a une prise de bec, un grave incident de service. Chacune des personnes impliquées dans cet incident de service est auditionnée pour savoir ce qui s'est passé. Et donc les propos ont été mis par écrit de chacune de ces personnes. Ma question, c'est de savoir, est-ce que ce que chacun dit de l'incident est communicable aux uns ou aux autres? Je commence par la fin, ça dépend des conséquences que vous allez attacher à cet incident. Alors je précise, l'une des personnes impliquées dans cet incident est partie en congé maladie et a demandé, en phase de demande de reconnaissance d'accident de service. Et la commission de réforme demande à avoir accès. Il n'y a pas de volet disciplinaire dans votre affaire pour le moment? Non, pas du tout. Alors, on n'est pas sur la communicabilité du dossier, enfin la communication du dossier loi de 1905. Moi, je pense que la première chose, c'est que quand vous faites le recueil de témoignages, il faut dire aux gens que, le cas échéant, tout ce qu'ils disent sera communicable. Il ne faut pas piéger les gens. Et communicable de manière non anonyme. Et ça, c'est très important. D'ailleurs, souvent, dans des procédures d'inspection ou de contrôle, il y a des auditions et on commence par là. Je vous préviens, on consigne ce que vous dites, mais le cas échéant, ça sera communiqué, y compris lorsque on doit témoigner contre quelqu'un ou à propos de quelqu'un, mais c'est plus à charge qu'à décharge, à l'intéressé. Et donc, il ne faut pas piéger les gens. Comme ça, après, ils disent qu'ils, en conscience, estiment devoir dire, sachant que leur propos sera communicable. Donc c'est la première chose. Et ensuite, dans le cas que vous décrivez, madame, je crois que la commission de réforme aura toute utilité à consulter l'ensemble des communications. Si vous n'avez pas obtenu le consentement, enfin, ils n'ont pas à consentir d'ailleurs, mais vous n'avez pas prévenu les gens auparavant, je crois qu'il vaut mieux obtenir leur consentement avant la communication. Voilà. Merci beaucoup. L'heure avance. Une dernière question. Oui, madame. Pour moi, oui. Après je m'en vais manger. Merci beaucoup de prendre ma question. On a de plus en plus souvent maintenant des agents qui sont en congé de longue maladie fractionné, qui par exemple vont travailler 4 jours sur 5. Sur le plan disciplinaire, il peut arriver que certains d'entre eux commettent des manquements qui vont par exemple justifier une sanction. Mais quand on se trouve avec des sanctions du style une exclusion temporaire de fonction, se pose la question de l'applicabilité de cette sanction à des agents qui sont en congé de longue maladie. Parce que normalement, la règle, c'est la sanction, elle s'applique à l'issue du congé. Mais cette personne, elle sera peut-être pendant 3-4 ans en congé de longue maladie fractionné. Donc la sanction, elle est de fait inapplicable. Ça mérite un arrêt au Lebon, ça, votre affaire. On est déjà allé devant la juridiction et peut-être qu'on aurait dû faire appel finalement. Je vais faire mon joker. Dans le jeu de la vérité, à l'époque de Patrick Sabatier, on avait le droit à un joker. 2, je crois, ou 3, je ne sais plus. Et Coluche, en 85, il avait pris les 3 premières questions en disant joker, joker. Il disait maintenant, je ne peux plus me défiler. Moi, je n'ai pas fait ça, donc je fais mon joker. Alors, je fais mon joker parce que je vois bien le problème et je crois qu'il est prudent que je ne prenne pas parti. Mais, parce que je ne voudrais pas devoir m'auto-récuser dans le moment venu. C'est compliqué. Je vais juste vous donner un conseil assez lâche. Prenez une sanction d'un autre type. Et puis surtout, moi, le problème que j'y vois, c'est celui de la prescription maintenant qui va s'appliquer. Hein, parce que si jamais l'agent est en congé 8 ans, vous allez être ennuyé. Donc, je ne suis pas sûr, parce que la prescription, c'est pour les faits. Si on inflige la sanction, on peut en différer la mise en œuvre. Non, ça, je ne suis pas du tout d'accord avec cet argument. La sanction pourra être prononcée, les poursuites disciplinaires pourront avoir lieu, y compris si l'agent est en congé. En revanche, c'est
l'entrée en vigueur, en réalité, l'entrée en effet de la différé sanction. d'exécution. Voilà. Ce qui est la position de 2 cours administratives d'appel récentes. Et donc, il faudrait un pourvoi en cassation dans ces affaires pour que le Conseil d'État puisse nous orienter de manière plus précise. Ils ont jugé quoi ils ont jugé que justement, la mise en œuvre de la sanction devait être différée jusqu'à la fin. Devait être différée jusqu'à la fin. Mais il faut que la collectivité locale ou je ne sais pas si c'est un hôpital ou c'est l'État. Il faut que l'État fasse un pourvoi. Très bien. Est-ce qu'on en reste là ? Si oui, alors il me reste pour conclure cette matinée très très intense et très riche en interventions, en échange avec vous, il me reste rapidement, parce que l'heure est très avancée, à remercier très chaleureusement l'ensemble des intervenants, Didier Jean-Pierre, Raphaël Roche, Alexandre Fournier, Maître Lorraine Carrère, Michael Chaussard et Mathias Guillaumard, de votre présence, de vos interventions. Et j'ai oublié, et voilà, c'est le risque quand on veut faire une énumération complète, c'est que justement elle soit incomplète. Fabrice Dion, bien sûr, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à vous tous d'être venus, nombreux. Et puis j'en profite pour remercier très chaleureusement Sophie Bellard-Louka et puis Selma Sedak. Sophie Bellard-Louka a pris de nouvelles fonctions au Conseil régional d'Île-de-France. Elle est chef du service des affaires juridiques, je crois, ou contentieuses, depuis le mois de septembre. Et c'est elle qui est à l'origine et à l'initiative de ces rencontres de vigie avec Selma Sedak. Elles ont eu cette idée, cette initiative, cette excellente initiative. Et elle a été évidemment à la manœuvre pour la préparation de ces deuxièmes rencontres avant de prendre ces nouvelles fonctions. Donc je tenais vraiment à la remercier très chaleureusement, ainsi que l'ensemble du petit comité de rédaction de Vigie qui est présent aujourd'hui et qui vous permet d'avoir cette actualité riche, mensuelle et complète sur l'actualité normative et jurisprudentielle en matière de fonction publique. Merci beaucoup à vous et merci à vous tous de votre participation.